Olivier, je suis heureux de t'accueillir dans cette nouvelle émission de gestion de crise cyber quand tout part en schtroumpf. Moi, je suis très content d'être accueilli dans cette nouvelle émission Quand tout part en schtroumpf. Alors Olivier, juste en deux mots, déjà, tu peux nous rappeler qui tu es et pourquoi tu es là? Eh bien, je travaille dans le domaine de la cybersécurité depuis presque 30 ans maintenant, plus spécifiquement sur tout ce qui est traitement d'incidents, gestion de crise, cyber-résilience. Et je suis là parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur un certain nombre d'incidents ou de préparer des crises, comme par exemple dans le cadre des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, où il y a eu une grosse préparation, mais c'est, je pense, un sujet qui pourra intéresser pour tout à l'heure. Cette année 2024, elle s'est passée comment dans le monde de la crise? Est-ce qu'elle a été un peu caractéristique? Qu'est-ce qu'on doit en retenir? Je dirais qu'on a surtout préparé la survenance de crise, que dans le cadre français, avec les JOP et les événements qu'il y avait autour, on s'attendait à avoir un certain nombre d'incidents. On en a eu beaucoup moins que prévu, mais il y en a eu quand même. Donc, gros travail de préparation, sur des événements majeurs. Et à côté de ça, je dirais malheureusement les classiques, avec des attaques de type rançongiciel, les impacts des infostealers, et puis aussi beaucoup de choses liées à la désinformation. Il y a les aspects géopolitiques bien entendu, mais il y a aussi tout ce qui est lié aux attaques de type rançongiciel et les fausses revendications de certains groupes d'attaquants. Donc là, c'est finalement devoir gérer une crise, même si concrètement, il n'y a pas de crise. Mais en tout cas, c'est une crise au moins médiatique ou de communication. Ah oui, donc en fait, quand la non-crise devient une crise, alors là, on peut dire que tout part en schtroumpf. Malheureusement, oui. Donc Olivier, quelque part, tu nous dis qu'en 2024, on s'est presque surpréparé, mais est-ce qu'on est si préparé que ça? Parce que ce que j'entends, c'est que finalement, les classiques reviennent en termes d'attaque, en termes de crise, et est-ce qu'en termes de points de faiblesse ou de vulnérabilité ou de failles dans les dispositifs de gestion de crise, est-ce qu'il y a aussi des classiques qui reviennent? Alors, il faut bien distinguer deux choses. On ne pouvait pas rater les Jeux Olympiques, c'est pas possible. On savait que ça allait arriver depuis un certain nombre d'années, donc forcément, c'était l'événement majeur de l'année. Par contre, les incidents plus classiques, comme j'évoquais, les infostealers, les attaques de type rançongiciel, etc. Ça, malheureusement, il y en a qui sont préparés, et puis il y en a qui n'ont pas encore pris conscience du danger et de la nécessité de mettre en place des mesures pour être prêt à réagir le jour où ça se passe. Donc on peut voir différents éléments. Le premier, c'est être capable de mobiliser ses équipes. Le deuxième, c'est d'avoir les bonnes procédures, les bons principes pour réagir correctement à une crise. Et puis le dernier point, c'est de pouvoir prendre les mesures. Et donc quand on parle de prise de mesures, il y a notamment un aspect qui est important, c'est tout ce qui est les license to kill, license to backup, et en fait tous les mandats dont on a besoin. Quand on parle de mandats, c'est vraiment que le RSSI est l'autorité pour pouvoir couper, interrompre ou demander le lancement d'actions en urgence. Si j'ai bien compris dans tous nos échanges, il y a un point sur lequel je m'alerte régulièrement, c'est le manque de mandat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le partageait tout à l'heure un peu en amont de l'émission, on voit que finalement, notamment les prestataires qui ont un rôle croissant dans la gestion des systèmes critiques d'ailleurs, n'ont pas forcément les mandats qui leur permettent de réagir en cas de, entre guillemets, pépin. En fait, il y a deux types de mandats. Il y a le mandat qui va être attribué finalement en interne aux responsables qui doivent pouvoir prendre les décisions, et il va y avoir le mandat qu'on va donner ou pas effectivement à ce prestataire. Mais il y a aussi une chose intermédiaire, c'est comment est-ce qu'on transfère une demande urgente à un prestataire lorsqu'on est RSSI. Dans un certain nombre de cas, si c'est externalisé, eh bien on doit ouvrir un ticket d'incident. Oui, mais si le système d'information est en panne, ou s'il a été interrompu, ou on a voulu se déconnecter d'Internet par exemple, eh bien le ticket il n'arrivera jamais. Donc il faut prévoir d'avoir des mécanismes d'alerte complémentaires à ce qu'on a mis en place de façon native. Donc finalement avoir un deuxième système de communication en mode crise. Ça peut être des messageries spécialisées, ça peut être d'autres moyens. Donc finalement, il y a dans ces mandats, il y a le mandat, je dirais, de type au niveau gouvernance, et puis il y a le mandat au niveau purement technique. Donc en fait, on a fait un clin d'œil, bien sûr, mais on a nommé cette émission Tout part en schtroumpf, mais définitivement, en fait, on se fait régulièrement schtroumpfer finalement par des détails, des choses que l'on pense évidentes et qui ne le sont juste pas du tout en situation de crise. C'est clair qu'il n'y a pas de petits détails. C'est justement là où la préparation de cette gestion de crise est importante. C'est pour ça qu'il faut faire des exercices, qu'il faut s'entraîner. Ça nous permet d'identifier finalement quels sont les maillons faibles dans toute la chaîne que l'on doit mettre en place lorsqu'il s'agit de traiter une crise. Alors c'est intéressant parce qu'on a eu une émission précédente avec une consultante émérite, Audrey, qui nous parlait finalement de la dimension plutôt métier de la crise. Et en fait, ça se rejoint énormément ces sujets parce qu'on s'aperçoit notamment que pour s'entraîner en crise, ce qu'elle nous explique, c'est qu'il faut finalement dans un exercice ajouter du chaos dans le chaos. Pourquoi? Parce qu'une vraie crise ne se passe jamais tout
tout à fait comme on pense qu'elle doit se passer et on n'a jamais la totalité du stress ou de l'inconnu dans un exercice. Donc finalement, j'ai une crise normale, je mets en place un chaos cyber dans lequel je n'ai plus du tout de système d'information. C'est exactement ce dont tu nous parles quand tu nous parles du système de ticketing. Tout à fait. Par contre, toutes les mérites que soit Audrey, je dirais qu'il y a quand même deux types d'entreprises. Il y a celles qui sont prêtes et où effectivement on peut rajouter du chaos, et puis il y a celles qui ne sont pas prêtes du tout, où ça sert à rien de rajouter du chaos parce que déjà une situation normale devient chaotique. Donc il y a quand même ça aussi qu'il faut voir, c'est quel niveau de maturité de l'entreprise au départ. Après, oui, effectivement, même si dans un incident les choses ne se passent jamais comme prévu, rajouter du chaos, ça permet de voir jusqu'où est-ce que l'entreprise est capable d'aller, jusqu'où est-ce que les équipes sont prêtes, et finalement détecter à la fois le point de rupture et grâce à ce point de rupture, voir globalement ce qui manque en termes de procédure, ce qui manque en termes d'organisation, ce qui manque en termes de logistique. Donc finalement, autant se rendre compte dans un exercice en amont pour voir et identifier ces vulnérabilités, pas des vulnérabilités techniques, mais des vulnérabilités organisationnelles. Ouais, Olivier, merci beaucoup. Alors c'est une émission qui par nature est brève, donc c'est toujours un crève-cœur de se dire au revoir, mais là je vais être obligé de te dire au revoir. Merci pour ce témoignage finalement de vraie vie. C'est avec plaisir, merci Voilà. Grand Schtroumpf. Je propose que la prochaine fois on aborde peut-être le chaos cyber, qui est une technique finalement de préparation un peu plus poussée et un peu plus dans la vraie vie. À bientôt, le Bientôt. public.